Bonsoir à toutes et à tous. Le sujet que je compte développer avec vous ce soir est un sujet délicat. Est-il acceptable sur le plan légal et sur le plan éthique d'autoriser le don d'organes après euthanasie? Et si oui, à quelles conditions? Alors, je me propose de développer mon point de vue comme membre du comité d'éthique hospitalo-facultaire des cliniques Saint-Luc et comme ancien chirurgien transplanteur du foie moi-même. Et dans ma carrière médicale, j'ai souvent été confronté à la détresse et parfois au décès de patients en liste d'attente pour une greffe. Et cette expérience m'a confronté à la réalité clinique et m'a éloigné de l'idéologie. J'ai été aussi familiarisé aux aspects juridiques de l'euthanasie pendant ma présidence de l'Académie de médecine en 2013, quand il s'agissait de remettre aux autorités politiques des recommandations communes aux deux académies de médecine au sujet de l'extension aux mineurs de la loi relative à l'euthanasie de 2002. Alors, dans la première partie de mon exposé, je vous dirai pourquoi notre comité d'éthique a mené une longue réflexion à ce sujet. Je rappellerai les principes de l'éthique médicale et le contexte légal belge. Je vous dresserai un état des lieux en matière de pénurie d'organes en Belgique et j'illustrerai les solutions mises en œuvre pour y pallier, notamment par les chirurgiens. Et dans la deuxième partie, je vous détaillerai les différents scénarios du don d'organes après euthanasie tels que nous les avons développés à l'UCL, en terminant par la description de la situation actuelle en Belgique. Alors, nous avons la chance en Belgique de vivre dans une société pluraliste où tous les points de vue peuvent être librement exprimés et dans le cadre de lois votées par un Parlement démocratique. Et je soutiens devant vous qu'il faut sortir d'un discours binaire pour ou contre et reconnaître le droit de chacun à la liberté de conscience. Alors, pourquoi est-ce que le comité d'éthique à Saint-Luc s'est préoccupé de cette question? C'est après une interpellation d'une dame membre de l'équipe d'aumônerie catholique des cliniques Saint-Luc lors d'une assemblée générale du personnel, lorsque la loi relative à l'euthanasie a été votée. Sa question était: si un patient dont la demande d'euthanasie a été acceptée offre de donner ses organes, comment cette offre sera-t-elle considérée? Et il m'a été reproché, dans une autre assemblée, de prôner une éthique utilitariste. Je l'assume si nous nous accordons sur sa définition. Le terme utile, au sens utilitariste du terme, désigne ce qui contribue à maximiser le bien-être d'une population. Il convient donc de conjuguer l'intérêt de chacun avec celui du bien commun. Nous défendons donc la solidarité au sein d'une société d'humains préoccupés de l'aide apportée collectivement à ses membres en difficulté. Alors, quelles sont les balises, les principes et les lois qu'il faut respecter? En premier lieu, bien sûr, le principe de l'éthique médicale et en tout premier lieu, l'autonomie du patient. Et vous verrez que l'autonomie du patient est comme le fil conducteur tout au long de mon exposé. Principe de justice, de bienveillance, de non-malveillance. En second lieu, les lois, celle de 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes, la loi de 2002 relative à la dépénalisation de l'euthanasie, la loi également 2002 relative aux droits du patient. En parallèle, il convient de respecter la liberté de penser, le droit à la conscience personnelle et à l'objection de conscience dans un contexte médical de respect des plus vulnérables et de la valeur reconnue de toute vie humaine. Il faut donc prendre notre responsabilité en nous aborder la délicate question du don d'organes après euthanasie. Que dit la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes? Vous pouvez lire comme moi: des organes destinés à la transplantation peuvent être prélevés sur le corps de toute personne inscrite au registre de la population ou depuis plus de 6 mois au registre des étrangers
excepté s'il est établi qu'une opposition a été exprimée contre un prélèvement. Et le médecin qui envisage d'effectuer le prélèvement doit s'informer de l'existence d'une opposition exprimée par le donneur potentiel. La loi ne précise pas comment. Dans la pratique, c'est par la consultation du registre national, dont je parlerai dans un instant, et par le dialogue avec les proches, que le médecin doit s'informer sur une opposition éventuelle de ce candidat donneur potentiel. Alors, quand j'aborderai le don d'organes après euthanasie, dans la deuxième partie, je vous rappellerai qu'en cas de mort cérébrale, dont je parlerai aussi brièvement, et donc en présence d'un patient inconscient, le médecin doit chercher à connaître indirectement l'opinion du donneur potentiel, donc auprès de tierces personnes. Et il me semble qu'il ne serait pas inconvenant que le médecin cherche à connaître directement l'opinion personnelle du patient concernant le don de ses organes lorsqu'il fait une demande d'euthanasie. Et je vous expliquerai le fondement juridique de cette proposition, ce qui me fait penser à vous dire que ce que je vous dirai en termes juridiques, je l'ai fait vérifier par Geneviève Scams, qui est la professeure de droit médical à l'UCL et qui est actuellement la présidente du Comité national de bioéthique. Je ne suis pas juriste. Alors, rappelons les dispositions principales de la loi relative à l'euthanasie de 2002. D'abord, concernant le fond de la demande, je reprends les termes de la loi. Le patient demandant l'euthanasie doit être majeur ou mineur émancipé, capable et conscient au moment de la demande. C'est le patient lui-même qui doit demander l'euthanasie au médecin. Il doit de plus exprimer sa demande de manière volontaire, réfléchie, répétée, sans que sa demande puisse résulter d'une quelconque pression extérieure. Concernant la forme, le patient doit rédiger sa demande lui-même, par écrit, il doit la dater, il doit la signer. Et ces dispositions sont prévues s'il n'est pas capable de la rédiger lui-même. Concernant l'état de santé du patient, la loi dit que le patient doit se trouver dans une situation médicale sans issue et faire état d'une souffrance physique ou psychique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable. Dans la loi de 2014, qui a étendu aux mineurs capables de discernement le droit de demander l'euthanasie, la souffrance psychique n'a pas été retenue. Et chez l'enfant, la loi considère que la souffrance psychique ne permet pas chez l'enfant de demander l'euthanasie. Concernant le délai maintenant, soit le délai est prévisible à brève échéance. Dans la pratique médicale, de quelques jours à quelques mois, c'est aussi l'interprétation de la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie. Alors, soit le décès n'est pas prévisible à brève échéance, et comme je vous l'expliquerai plus tard, c'est le cas des demandes d'euthanasie pour une affection compatible avec le don d'organes. Pour bien comprendre les données du problème, il convient de connaître la situation concernant la pénurie d'organes en Belgique. Il existe un registre national auquel tout citoyen est invité à faire connaître son choix par une simple démarche à la maison communale. Une proposition de loi vient d'être déposée au Parlement fédéral pour permettre à chacun d'entre nous de faire cette démarche au registre national par l'intermédiaire du médecin traitant, voire directement avec sa carte d'identité. Et donc ce registre corrige les données depuis 2002. Depuis 2014, comme vous pouvez voir, le nombre de personnes qui se sont inscrites comme donneurs d'organes dépasse le nombre de personnes qui s'y sont opposées, excédant 250 000 en 2017. C'est un signe très encourageant d'une sensibilisation croissante du public. La Belgique fait partie d'Eurotransplant depuis sa création il y a une trentaine d'années. C'est l'organe d'allocation reconnu par les États membres d'Eurotransplant, organe d'allocation des organes en fonction de critères prédéfinis qui varient, bien entendu, en fonction de l'organe,
tels que la compatibilité de groupe sanguin, c'est vrai pour tous les organes, la compatibilité tissulaire, c'est très important pour le rein, la sévérité de la maladie, l'urgence, et participer à une large communauté potentielle de donneurs potentiels, de l'ordre de 120 millions, augmente la probabilité de trouver un donneur compatible ou encore un donneur dans les situations très urgentes, comme les hépatites fulminantes qui peuvent tuer en quelques jours. Alors, parmi les pays faisant partie d'Eurotransplant, la Belgique est en tête du nombre de donneurs effectifs par million d'habitants, soit dépassant 28 par million d'habitants par an, donc grosso modo 300 par an. Seule la Croatie, qui a récemment rejoint Eurotransplant, fait mieux avec plus de 37 donneurs par million d'habitants par an. Ce pays mène une politique très volontariste, généreusement soutenue financièrement par l'État. Et remarquez combien les Pays-Bas, où sont-ils? Ils sont très bas. Là, les Pays-Bas et l'Allemagne davantage encore sont à la traîne pour des raisons diverses. Or, malgré la situation favorable de notre pays en matière de dons d'organes, tenant compte que tous les organes prélevés en Belgique ne peuvent pas être transplantés chez des patients inscrits en Belgique, dans un centre belge, les échanges ont lieu au sein d'Eurotransplant, je vous l'ai dit, en fonction de toute une série de critères. Et donc, pour un donneur précis en Belgique, il est possible que tous ces organes prélevés soient alloués par Eurotransplant à des patients dans un des autres pays d'Eurotransplant. Et il en résulte que des patients belges décèdent en liste d'attente. Il y en a eu 117 en 2015, il y en a 107 en 2016, soit un patient tous les 3 jours qui décède en Belgique à défaut d'avoir pu être transplanté. Alors ces chiffres ne tiennent pas compte d'une mortalité cachée. Ils ne tiennent pas compte, par exemple, des patients qui étaient inscrits en liste d'attente mais qui en sont retirés parce que leur état s'est trop dégradé que pour pouvoir être transplantés. Ne tient pas compte non plus des patients qui ne seront jamais inscrits en liste d'attente alors qu'ils auraient besoin d'une greffe parce qu'il est déjà trop tard. Il y a donc une mortalité cachée qui vient s'ajouter à ces 107 patients dont je parlais. Et voici, à titre d'illustration, les données détaillées pour le foie en Belgique. Au cours des années, une moyenne de 175 patients en liste d'attente, c'est la ligne rouge, environ 200 à 250 patients greffés du foie par an en Belgique et une cinquantaine de patients en attente d'une greffe de foie qui décèdent avant d'avoir pu être transplantés. Alors nous considérons que cette pénurie d'organes doit faire l'objet d'une préoccupation de toute la société, par souci de solidarité. De l'État, bien sûr, mais l'État, on peut considérer qu'il a fait son boulot. Les centres de transplantation, les comités d'éthique, bref, ça doit être l'affaire de tout le monde. Et ma réflexion sur les bénéfices de la greffe d'organes est nourrie par de nombreux souvenirs de ma propre vie professionnelle, et je l'illustre par un seul exemple, celui de Kurt, pris en charge il y a plus de 30 ans pour une maladie biliaire congénitale des voies biliaires qui avait détruit son foie, son état nutritionnel, son squelette, et plus de 30 ans après la greffe, il est en parfaite santé, père de famille épanoui, resplendissant de santé, avec une taille supérieure à la mienne, sans plus aucune immunosuppression depuis plus de 10 ans. Alors malgré les initiatives prises par les pouvoirs publics et les efforts des hôpitaux, le nombre de donneurs post-mortem stagne en Belgique.
je vous l'ai dit, aux environs de 28 par million d'habitants par an, environ 300. Chiffre rond qu'il est aisé de retenir. Alors, qu'est-ce qu'ont fait les professionnels pour augmenter ce potentiel? Par exemple, mais sans être exhaustif, élargir les critères de sélection des organes quant à l'âge et à la qualité des organes, mais ça varie évidemment d'un organe à l'autre. Par exemple, on peut greffer des reins dont la fonction est altérée, mais éventuellement greffer 2 reins du même donneur chez le même receveur. Il est évident que si le cœur est altéré, on n'a pas d'alternative. On veut partager en 2 le foie, qui est un organe double, comme je vais tout de suite l'illustrer. On peut prélever un maximum d'organes et de tissus chez le même donneur, développer le donneur vivant et le prélèvement dit à cœur arrêté. Et donc, dans cette catégorie, mais je vais le développer, réfléchir au don d'organes après euthanasie, avec l'aide des comités d'éthique, ce qui constitue le cœur de ma lecture. Alors, pour vous illustrer, jusqu'où est-ce qu'on peut reculer l'âge d'un donneur de foie? Qu'est-ce qu'un greffon hépatique? Est-ce qu'un greffon hépatique peut devenir centenaire? Sachant que le foie sain vieillit ou peu ou pas du tout, contrairement aux autres organes. Cette question a été étudiée par l'équipe de Turin, qui a été formée au Clinique Saint-Luc il y a quelques années. Étude qui récemment publiée à propos des foies centenaires. C'est repris d'ailleurs dans le titre de leur article. Alors, nos collègues ont étudié le devenir au-delà de 10 ans, de 26 greffons prélevés chez des donneurs âgés de plus de 80 ans au moment du prélèvement. 18 patients sur les 26 étaient en vie, avec un foie greffé lui-même âgé de plus de 90 ans, et parmi eux, 2 greffons qui étaient âgés de 84 et 86 ans au moment de la greffe sont devenus centenaires chez des receveurs âgés à ce moment de 66 et 76 ans. Bon, je ne franchirai pas cependant le pas de parler d'humanité augmentée. Alors, avec 3 autres équipes de par le monde, nous avons décrit au début des années 90 le partage du foie, qui est un organe double sur le plan vasculaire et biliaire, avec transplantation du foie droit, qui est le plus gros chez un receveur adulte, du foie gauche, plus petit chez un receveur pédiatrique. C'est une technique lourde mais validée, fort développée par exemple en Suisse et en Italie, très peu, à mon grand regret, dans les pays regroupés au sein d'Eurotransplant. Et pour moi, ça pose problème sur le plan éthique, parce que les différents centres développent des programmes de donneurs vivants, y compris le nôtre, et que le maximum n'a pas été fait dans ce domaine. Or, un seul donneur peut donner plusieurs organes, sans parler des tissus. Par exemple, les organes prélevés chez ce seul donneur ont permis de sauver la vie de 7 receveurs. 2 du poumon. On fait la plupart du temps maintenant la greffe d'un poumon seul. Un receveur de cœur, un receveur du rein droit, un autre receveur du rein gauche et du pancréas, et 2 receveurs du foie partagé. Vous imaginez la somme de travail et la coordination internationale nécessaire. Mais j'illustre ainsi l'investissement des équipes de transplantation. Alors, le don vivant est couramment pratiqué en Belgique pour le rein et pour le foie, mais essentiellement aux États-Unis pour le poumon, pour le pancréas et pour l'intestin. Chez nous, en 2016, 67 patients ont été greffés du rein par donneur vivant et 46 ont reçu un greffon hépatique d'un donneur vivant, en majorité chez des enfants. Alors, chez l'enfant, mon équipe à Saint-Luc, actuellement dirigée par le professeur Redin, a qu'une expérience particulière qui s'élève actuellement à 412 cas, je pense, de prélever la partie gauche du foie chez un des parents pour le greffer chez l'enfant, comme ce chirurgien chilien, lui-même traumatologue, ou ce papa israélien. Et nous avons récemment étudié la survie au très long cours, au-delà de 10 et 15 ans, enfin au-delà de 254
enfants greffés avec un donneur vivant et de 236 avec un donneur post-mortem. Et vous voyez que sur le plan de l'espérance de vie, on est à 96%. Il y a une différence marquante d'espérance de vie au bénéfice des patients greffés avec un donneur vivant. Et il est devenu exceptionnel actuellement qu'un enfant greffé avec donneur vivant décède dans les suites de la greffe. Vous connaissez certainement le concept de la mort cérébrale. Elle consiste en la destruction complète du cerveau et du tronc cérébral. Elle est diagnostiquée sur base de critères cliniques, coma, absence de respiration spontanée, disparition de tous les réflexes, mydrias fixe. Et elle est confirmée par des examens spécialisés, un électroencéphalogramme électriquement plat, des potentiels évoqués non réactifs, absence complète de circulation sanguine dans le cerveau, prouvée si c'est nécessaire par échographie Doppler, voire dans le passé par radiographie cérébrale. La mort cérébrale est considérée comme la mort de la personne. Et le tout premier prélèvement de rein chez un donneur en mort cérébrale au monde a été fait à l'UCL en 1963 par les professeurs Morel et Alexandre. Alors, au cours des 20 dernières années, les équipes ont développé le prélèvement d'organes chez des donneurs à cœur arrêté, par opposition aux donneurs en mort cérébrale. Ce qui va me permettre de me concentrer sur le sujet de ma conférence. Il s'agit de patients qui décèdent par arrêt cardiaque dans différentes circonstances. Arrêt cardiaque et respiratoire entraîne la destruction ischémique du cerveau après quelques minutes et le patient est déclaré mort sur base de l'arrêt circulatoire, comme j'ai failli dire autrefois. Des chirurgiens et des réanimateurs ont été réunis à Maastricht par le professeur Kostra en 1995. Ils ont identifié 4 catégories, je les parcours rapidement. La catégorie 1, c'est des patients décédés sur place et déclarés morts à l'arrivée à l'hôpital. Catégorie 2 sont les patients hospitalisés mais décédant après échec de la réanimation. Catégorie 3, des patients en attente d'un arrêt cardiaque, je vais y revenir. Et catégorie 4, c'est l'arrêt cardiaque qui survient inopinément chez un patient qui était déjà mort cérébrale. Dans la situation actuelle, ce n'est que chez des patients de catégorie 3 qu'un prélèvement d'organes est praticable. Par exemple, chez des patients qui ont subi un traumatisme crânien majeur avec éclatement de la boîte crânienne, de telle sorte que l'œdème cérébral ne va pas entraîner la mort cérébrale, puisque le cerveau a la possibilité de s'expanser en dehors. Exemple aussi chez des patients décédant aux soins intensifs sans critère de mort cérébrale. Dans ces situations que l'on dit contrôlées, l'équipe soignante décide l'interruption du traitement et entre en contact avec un coordinateur de transplantation qui vérifie que le patient ne s'est pas opposé au don d'organes. Alors, si le prélèvement est jugé possible, l'arrêt de traitement en cours a généralement lieu par le réanimateur en salle d'opération afin de limiter l'impact négatif de l'arrêt circulatoire sur la qualité des organes. Le prélèvement dans ces conditions, à cœur arrêté, a débuté en Belgique en 2003, et s'est grandement développé pour atteindre près d'une centaine de cas supplémentaires au cours des dernières années. Alors depuis 2005, une catégorie 5 a été ajoutée aux donneurs dits à cœur arrêté. Ce sont les donneurs décédés après euthanasie. Alors, c'est l'université d'Anvers qui a initié cette pratique sur base d'une réflexion très approfondie de son comité d'éthique. Les donneurs potentiels d'organes après euthanasie sont des patients dont le décès n'est manifestement pas prévisible à brève échéance et dont l'affection est compatible avec le don d'organes. Essentiellement, des patients souffrant d'une affection neurodégénérative, sans complications notamment infectieuses, soit environ
10% des cas rapportés à la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie. Voici l'affection des 9 premiers patients belges qui, dans différents centres, mais d'abord à Anvers, ont spontanément offert leurs organes après euthanasie, préalablement acceptés. Tous souffraient d'une affection organique du système nerveux. Il va de soi que les patients souffrant d'un cancer en phase terminale, qui représente la grande majorité des cas rapportés à la Commission, ne peuvent pas être donneurs d'organes. Les patients euthanasiés pour affection psychiatrique sans atteinte organique doivent, à notre avis, être exclus, notamment ceux qui souffrent de troubles de l'humeur ou de troubles bipolaires, en raison des réflexions en cours sur lesquelles je pourrais revenir dans la discussion si vous le souhaitez. Alors, l'interdiction éthique de conditionner l'acceptation d'une demande d'euthanasie à l'acceptation par un patient de donner ses organes est absolue. Il pourrait y avoir une pente glissante, car, selon une source sûre, j'ai appris récemment qu'en communauté flamande, des psychiatres seraient disposés à négocier le don d'organes en échange de l'acceptation de la demande d'euthanasie pour dépression profonde. Ce serait, à notre avis, une violation inacceptable du principe éthique de séparation claire des deux procédures. Alors, faut-il une initiative législative nouvelle pour l'interdire? Mais la loi de 2002, je vous l'ai dit, elle dit déjà très clairement que la demande de patient ne peut résulter d'aucune pression extérieure. Eurotransplant a édicté en 2008 des règles concernant le prélèvement d'organes après euthanasie et retransplantation. Je résume brièvement. Entre autres, la séparation, on y revient, aussi stricte que possible, de la procédure de l'euthanasie, du prélèvement et de l'allocation des organes prélevés, et l'obligation de rapporter tous les donneurs de ce type à Eurotransplant. Cette pratique est évidemment limitée aux 3 pays d'Eurotransplant qui ont dépénalisé l'euthanasie: la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Et l'acceptation d'organes prélevés sur des patients décédés par euthanasie doit être mentionnée sur le profil spécifique du centre et du patient inscrit en liste d'attente. Quels sont les aspects juridiques à prendre en compte? Alors, de la loi sur la transplantation d'organes de 1964 et de la loi relative à l'euthanasie de 2002, nous retenons que 1. Toute personne décédée est un donneur potentiel d'organes à moins qu'elle ne s'y soit explicitement opposée de son vivant. 2. Toute personne perdant la vie dans des conditions d'euthanasie peut, dans certains cas, se trouver dans la situation d'être donneur potentiel d'organes, mais elle a le droit inaliénable de le refuser. 3. Dans tous les cas, le médecin doit s'informer de l'existence éventuelle d'une opposition exprimée par le donneur potentiel. Alors, de 2013 à 2016, le comité d'éthique a longuement réfléchi à la question, et voici ses recommandations. Réflexion qui a été menée anticipativement, de manière à savoir quelle attitude on adopterait en cas de proposition de don d'organes par des patients majeurs dont la demande d'euthanasie a été acceptée. Il faut bien sûr des balises, il faut respecter des valeurs. Nous considérons d'abord que le don d'organes par un patient dont la demande d'euthanasie a été acceptée doit être pris en compte dans le respect de son autonomie. Ensuite, la perspective de donner ses organes à un tiers est porteuse de sens pour ce patient. Cela a été dit par plusieurs des patients qui, dans différents centres belges, ont effectivement donné leurs organes après euthanasie. 3.
La démarche de ce patient doit faire objet de respect par un professionnel, même si sa prise en compte n'est pas simple pour les équipes et nécessite une adaptation des procédures habituelles. Alors, les dispositions de la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie doivent être respectées, notamment le délai d'un mois minimum quand le décès ne se viendra manifestement pas à brève échéance, et l'éventuel délai supplémentaire d'ailleurs que le praticien peut estimer nécessaire pour être convaincu du caractère réfléchi et persistant de la demande d'euthanasie. Or, les dispositions internes aux cliniques Saint-Luc doivent être respectées, je parle bien sûr pour Saint-Luc, en particulier la consultation d'une CADE, cellule d'aide à la décision éthique. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit bien d'une aide, car la décision finale appartient au seul médecin qui a reçu la demande d'euthanasie. L'expérience nous a montré combien cette réflexion menée par l'équipe du médecin concerné par la demande d'euthanasie d'un patient, avec des membres de la commission d'éthique, s'est avérée utile, et pas seulement pour s'assurer que les critères égaux sont respectés. Une telle demande peut être parfois très lourde à porter par le médecin. Il ne s'agit donc en rien d'un contrôle supplémentaire par rapport à la loi. Et de plus, nous avons besoin d'enseignements par rapport aux jeunes médecins et infirmières qui peuvent être invités à être présents à la CADE par le médecin du cadre permanent qui a reçu la demande d'euthanasie. Le délai légal d'un mois minimum entre la demande d'euthanasie et sa réalisation permet d'éviter toute précipitation et de séparer aussi clairement que possible la demande d'euthanasie d'une part, le don d'organes d'autre part. J'y reviens et c'est intentionnel à plusieurs reprises. Abordons maintenant les différentes situations possibles. En premier lieu, c'est la première question qui s'était posée, c'est la transplantation au clinique Saint-Luc d'organes prélevés après euthanasie dans un autre hôpital des 3 pays dont la législation autorise l'euthanasie. S'il y a accord du comité d'éthique de cet autre hôpital, dans ce prélèvement d'organes chez un patient décédé par euthanasie, le comité d'éthique de clinique Saint-Luc marque son accord sur l'acceptation de ces organes qui sont toujours alloués par Eurotransplant à des patients inscrits sur une liste d'attente à Saint-Luc. La deuxième situation concerne l'offre spontanée de don d'organes par un patient dont la demande d'euthanasie a été acceptée. Alors, la commission d'éthique accepte le prélèvement d'organes dans ces conditions parce que, répondant aux exigences de la loi du 28 mai 2002, et après une consultation d'une CADE, patient qui a offert spontanément de donner ses organes dans une visée altruiste. Et ces organes doivent être alloués par Eurotransplant selon les règles établies, je vous l'ai déjà dit. Et tout au long de la procédure, j'y reviens une fois de plus, une distinction doit impérativement être faite entre la demande d'euthanasie et l'offre de don d'organes exprimée par un patient pour éviter la moindre pression qui pourrait être exercée par un professionnel de la santé ou par des membres de l'entourage du patient. Alors, la troisième situation est plus délicate et toujours au stade de la réflexion. Il s'agit de l'évocation du don d'organes par le médecin auprès d'un patient dont la demande d'euthanasie a été acceptée, offre de don que le patient n'a pas exprimée spontanément. Alors, est-ce que cette évocation est acceptable au niveau légal, d'abord? Alors, sur base de la loi relative à l'euthanasie 2002, à son article 3, il est dit que le médecin doit informer le patient de son état de santé et de son espérance de vie, se concerter avec lui sur sa demande d'euthanasie et évoquer avec lui les possibilités thérapeutiques encore envisageables. C'est ce que dit la loi. Alors nous proposons, et je me suis assuré du soutien de Geneviève Scams, qui est
comme je l'ai dit, professeur de droit médical et président du comité national d'éthique, nous proposons que cette évocation prévue par la loi puisse permettre au médecin d'informer le patient lui-même de la possibilité de donner ses organes, alors qu'en cas de mort cérébrale, je vous rappelle, et j'y reviens une fois de plus, la loi de 86 impose au médecin de s'informer de l'absence d'opposition enregistrée par le patient lui-même lorsqu'il est inconscient, mais en s'informant auprès de tierces personnes. Dans ce cas particulier, on s'adresse au patient lui-même. Alors pour répondre aux exigences légales, mais aussi pour respecter les droits du patient, tant pour qu'il soit clairement informé que pour éviter toute forme de pression, notre comité d'éthique propose de procéder par étapes. Le médecin qui entend cette demande d'euthanasie demande la réunion d'une cadre qui réfléchit avec lui et son équipe en 2 temps strictement séparés. Premièrement, la demande d'euthanasie est-elle acceptable selon les critères légaux et les exigences éthiques du médecin? Deuxièmement, à quelles conditions éthiques et déontologiques le don d'organes peut-il être évoqué? Échange d'idées, d'informations. Le médecin qui connaît le patient, dont il a entendu la demande d'euthanasie, s'assure bien entendu que sa condition médicale est potentiellement compatible avec le don d'organes. Et un coordinateur de transplantation vérifie dans le registre national que ce patient n'a pas exprimé d'opposition au don d'organes. Or, si ces 2 conditions sont remplies, la cellule d'aide à la décision éthique remet un avis favorable. À la suite de quoi, le médecin du patient retourne le voir et il informe qu'il accepte sa demande d'euthanasie. Et avec empathie, sans aucune pression, il évoque la pénurie d'organes dont souffrent les patients en attente d'une greffe. Monsieur, madame, avez-vous conscience qu'il y a une pénurie d'organes, que vous pourriez donner vos organes pour sauver d'autres personnes après votre décès? Alors, selon l'exigence légale, un 2e médecin est consulté sur la demande d'euthanasie et quand le décès n'est pas prévisible à brève échéance, la loi prévoit qu'un 3e médecin, psychiatre ou spécialiste de la pathologie concernée doit être consulté. Il est souhaitable que ce médecin 3e médecin soit psychiatre lui-même et qu'il lui soit demandé, outre de rendre son avis sur la demande d'euthanasie, c'est ce que la loi lui demande, également de sonder la motivation altruiste du patient concernant le don d'organes. Alors, si le patient maintient sa demande d'euthanasie, soit il préfère ne pas faire le don d'organes après son décès, c'est son droit le plus parfait. Soit il dit oui, je suis prêt à donner mes organes, je le confirme par écrit, il date et il signe son offre, qui doit être conservé dans le dossier médical. Mais ensuite, le médecin informe le patient de la nécessité de le soumettre à des examens complémentaires pour vérifier l'absence de contre-indication don d'organes, des prises de sang, une radiographie du thorax, une échographie du foie. Alors, si le patient refuse de se soumettre à des examens complémentaires, le processus s'arrête. S'il accepte de se soumettre à des examens complémentaires, le coordinateur de transplantation, le chirurgien de transplantation prennent connaissance des résultats. Alors, de 2 choses l'une. S'il donne le feu vert, le médecin du patient l'en informe et lui rappelle une fois de plus son droit de retirer son ordre à tout moment, en l'assurant de la totale absence de jugement de valeur et de la poursuite, bien entendu, des soins optimaux que requiert son état. Si le feu rouge, c'est-à-dire que les organes ne sont pas de qualité, le médecin du patient l'en informe avec tact et sans le dévaloriser malgré que son offre d'organes n'ait pas pu aboutir. À la fin du délai d'1 mois minimum, donc on a le temps de réfléchir, délai écoulé depuis la demande initiale du patient, c'est la loi qui l'impose, lorsque le décès n'est pas prévisible à brève échéance, le médecin rencontre son patient à nouveau
s'assurer qu'il maintient sa demande d'euthanasie. Et une fois bien assuré que sa demande est maintenue, le médecin demande au patient s'il maintient son don d'organes, son offre de don d'organes. Si cette offre est confirmée, l'euthanasie est organisée et est suivie du prélèvement d'organes comme pour tout donneur à cœur arrêté. Après qu'entre-temps, bien sûr, le coordinateur de transplantation ait enregistré le patient comme donneur potentiel auprès d'Eurotransplant, en indiquant en clair euthanasie dans la case non-heartbeating donor, donc donneur à cœur arrêté, ainsi que l'affection qui a motivé la demande d'euthanasie. Cela est répertorié par Eurotransplant. Et pour rappel, le médecin a l'obligation de déclarer l'euthanasie dans les 4 jours ouvrables à la Commission fédérale de contrôle de l'euthanasie. Alors, une grande place doit être accordée aux proches, selon la volonté du patient, qui est interrogé par le médecin. Le médecin va rencontrer les proches que le patient a désignés. Et selon la volonté du patient, et avec l'accord de ses proches, sont identifiés les proches qui souhaitent assister à l'euthanasie. Alors, tous les efforts doivent être faits auprès du patient, de ses proches, par équipe qui assurera l'euthanasie pour éviter la déshumanisation de ce moment chargé d'émotions contradictoires. Alors, voyons maintenant la situation sur le terrain belge. Le nombre de cas d'euthanasie déclarés à la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie est en augmentation constante depuis 2003. Pour des raisons inexpliquées à ce jour, les cas déclarés en français représentent environ 20% du nombre total d'euthanasie déclarées. Depuis longtemps, on cherche à comprendre pourquoi, sans qu'on trouve d'explication tout à fait claire. Il y a des hypothèses. Alors, de 2005 à 2017, 35 patients belges ont fait don de leurs organes après euthanasie. 39 aux Pays-Bas, avec une tendance à l'augmentation depuis 2015, particulièrement aux Pays-Bas. Alors, en Belgique, jusqu'en 2016, 137 organes donnés par des patients euthanasiés ont été transplantés. 57 reins, 28 foies, 45 poumons, un pancréas, avec d'excellents résultats. Alors, des collègues, dont le professeur Dirk Isebach de l'Université d'Anvers, ont publié dans le JAMA, pour les non-médecins, c'est un journal d'une association médicale américaine, publication en 2017, une étude sur le nombre potentiel de donneurs d'organes parmi les 2023 patients euthanasiés en Belgique en 2015. Ont été exclus de l'étude ou de l'analyse les patients âgés de plus de 75 ans, les patients souffrant d'une affection incompatible avec le don d'organes, et furent identifiés 204 patients, 10% du total, qui auraient pu donner leurs organes. Et après exclusion des contre-indications organe par organe, 684 organes auraient pu être donnés, soit 400 reins, 179 poumons, 30 pancréas, 75 foies. Et pour le foie, les auteurs ont exclu le principe que les patients de plus de 60 ans, à tort, comme je vous l'ai expliqué, puisque certains foies peuvent devenir centenaires, et donc le nombre potentiel de greffons hépatiques qui auraient pu être prélevés aurait été bien supérieur. Or, en résumé, pour 2015, 43 patients sur 813 en attente pour un rein sont décédés avant d'avoir pu être greffés.
alors que 10% des patients euthanasiés auraient pu être donneurs de 400 reins. En ce qui concerne le foie, 62 patients sont décédés en liste d'attente, alors que 75 patients âgés de moins de 60 ans auraient pu être donneurs de foie. En conclusion, et sur fond du panorama de la pénurie d'organes en Belgique, causant, je vous rappelle, à mort tous les 3 jours d'un patient en liste d'attente, je vous ai décrit les possibilités chirurgicales pour pallier cette pénurie. Je vous ai présenté les aspects légaux et éthiques dont la demande d'euthanasie a été acceptée, les aspects légaux et éthiques du don d'organes par des patients dont la demande d'euthanasie a été acceptée sont les critères légaux. Et j'ai décrit en toute transparence les modalités envisagées par le comité d'éthique médicale de Clinique Saint-Luc. Je conçois que ma lecture ne fasse pas l'unanimité parmi vous, mais comme nous sommes en pays démocratique, à chacun de se faire sa propre opinion en toute liberté de conscience. Je vous remercie pour votre attention en vous laissant lire un paragraphe d'un livre que je trouve absolument remarquable, écrit par une écrivaine française, Anne Berthe, le tout dernier été. Il vient d'être publié chez Fayard à titre posthume, car c'est une patiente qui souffrait de maladie de Charcot en France et qui est venue recevoir l'euthanasie en Belgique. Je vous remercie pour votre attention et là, je suis prêt à répondre à vos questions. Tout d'abord remercier notre orateur pour l'humanité de son exposé, qui ne m'étonne pas d'ailleurs, puisqu'on se connaît depuis un certain temps. Et j'aurais 3 questions à poser. D'une part, je suis étonné du nombre de patients qui meurent par défaut de rein, connaissant quand même les possibilités qu'on a en général de contourner pendant un temps relativement long l'absence de l'anéphrisme par la dialyse. Ensuite, est-il absolument... Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, moi je le verrai assez facilement s'il devait s'agir de moi, que la cérémonie d'adieu soit une cérémonie non pas de décès, mais d'anesthésie, et de pouvoir ainsi prélever les organes à cœur battant en terminant l'anesthésie par l'euthanasie. Et en fait, une petite remarque, quand la toute dernière, ou l'une des dernières infos montrant le nombre de patients décédés et le nombre d'organes potentiellement perdus parmi les patients euthanasiés, évidemment, il n'est pas garanti que tous ces patients auraient trouvé le donneur adéquat sur le plan HLA, etc. Parmi les donneurs. Le chiffre est peut-être un peu moins parlant qu'il en est. Première question, le temps moyen d'attente, mais vous pourriez peut-être répondre de façon plus précise, d'un patient qui est en dialyse, ce délai d'attente est de plusieurs années. Hein? Vous avez 5, 6 ans. Combien? 2 ans et demi en moyenne. Oui. Mais il y a des extrêmes, il y a des écarts. Et donc, il y a des patients qui décèdent, alors qu'ils sont en dialyse, de complications diverses, avant de pouvoir pu être greffés. Votre deuxième question, je suppose que vous en avez compris le sens. La proposition, et la pratique d'ailleurs, c'est de faire un prélèvement à cœur arrêté. Donc, l'euthanasie est administrée, suivant la procédure bien structurée au sein de chaque hôpital. Et après l'arrêt circulatoire,
les organes sont prélevés. Il ne faut pas que l'arrêt circulatoire dure trop longtemps avant le prélèvement, sinon les organes subissent des dégâts liés à l'ischémie. Donc, ce prélèvement va être fait, disons, dans les environs du quartier opératoire, l'équipe de prélèvement étant prête par ailleurs. La question que vous évoquez est de dire, ne nous compliquons pas la vie, quelque sorte, la demande d'euthanasie a été acceptée, le patient est mis sous anesthésie générale et le prélèvement est fait à cœur battant. Hein, c'est bien ça. On n'est pas entré dans cette manière de voir parce que il n'est pas souhaitable que le prélèvement d'organes soit la manière dont l'euthanasie soit administrée. J'ai fait dans ma carrière assez bien de prélèvements. Il faut être bien conscient de ce qu'on fait. Si c'est un patient qui est en mort cérébrale, sa mort a été déclarée. Il est déclaré mort, mais son cœur continue de battre grâce au soutien notamment respiratoire. Mais ce patient est décédé. Je ne peux pas m'imaginer être le chirurgien qui ferait un prélèvement chez un patient dont on attend que le prélèvement provoque l'euthanasie. Donc il y a, jusqu'à présent en tout cas, on ne connaît aucune équipe qui a développé une réflexion dans ce sens. Alors, troisième remarque, c'est vrai, je confonds des chiffres bruts. Hein. Si on revient un instant en arrière, il est évident que ces 400 reins qui auraient été disponibles potentiellement auraient été alloués par Eurotransplant à des patients en Belgique, à l'étranger, peu importe. Mais il y a quand même, ces chiffres sont quand même extrêmement impressionnants. Les échanges se font quand même au sein d'Eurotransplant, bien entendu. Concernant le foie, mais je suis particulièrement évidemment intéressé. Si on inclut les patients, même les donneurs de 80 ou 90 ans, comme je vous l'ai montré, dont le foie peut être en parfait état. Bon. Pour résumer de façon très brève, don d'organes en Belgique, chez des patients morts cérébrales, 300 par an. Nombre de donneurs potentiels dans ce groupe de patients dont la demande d'euthanasie a été acceptée, 200. On ne peut pas faire comme si on ne connaissait pas ces chiffres. Merci beaucoup. Vous avez parlé des euthanasies pour des raisons psychiatriques et vous disiez que vous n'envisageriez pas le don d'organes pour ce corps de patients-là. Vous avez proposé d'un petit peu plus expliciter pourquoi, alors moi je suis fort intéressé. Excusez-moi, je ne sais pas ce qui se passe dans ces diapos. Mais des psychiatres de la VUB, Madame Digen, Madame Dirick, je pense, Monsieur Digen, vous devez les connaître, ont analysé tous les cas d'euthanasie rapportés à la Commission fédérale de contrôle de l'euthanasie entre 2002 et 2013. Ce sont des images qui sont tirées de leur publication. Et les affections psychiatriques, parmi les causes
parmi les maladies qui ont justifié la demande d'euthanasie, les affections purement psychiatriques sans affection organique sous-jacente restent en proportion mineure, mais augmentent au cours du temps. 3% du total en 2013. Et parmi ces affections psychiatriques, ce sont les troubles de l'humeur, les dépressions profondes, les troubles bipolaires, qui représentent pratiquement la moitié de ces cas. Et en lien ou non avec cette étude, je l'ignore, mais une lettre ouverte a été publiée dans le quotidien flamand de Morgen par un groupe important de professeurs, psychiatres, psychologues, qui demande une révision de la législation en ce qu'elle autorise l'euthanasie pour cause de souffrance psychique inapaisable par bien de ses patients. Et selon eux, il n'existe pas de fondement scientifique pour parler de souffrance purement psychique inguérissable. Et ils recommandent soit le contrôle a priori par une commission ad hoc des demandes d'euthanasie pour affection psychiatrique, alors que la Commission fédérale de contrôle fait un contrôle a posteriori, soit un contrôle a priori, soit le retrait de la loi de 2002 de la possibilité de demander l'euthanasie pour une souffrance purement psychique. Bon, je participe régulièrement au CAD à Saint-Luc. Il y a eu une seule demande pour dépression profonde. Je n'ai pas participé à cette CAD, mais il se trouve que je connaissais la patiente. La demande n'a pas été considérée comme recevable par la CAD. Cette demande a été formulée il y a 5 ans. Cette patiente a continué d'évoluer par des hauts et par des bas. Donc, ces psychiatres, moi je ne le suis pas, mais c'est ce que j'entends dire autour de moi, considèrent qu'on ne peut pas prouver scientifiquement que cette souffrance soit inguérissable. Et donc, c'est en raison de la difficulté des psychiatres eux-mêmes d'affirmer définitivement que cette patiente ne va jamais se tirer d'affaire qui conduit à être extrêmement prudent. Et donc, dans ce contexte, actuellement, nous considérons qu'une demande qui viendrait de ce type-là ne serait sans doute pas pris en compte, ne serait sans doute pas considérée comme recevable par la cellule d'aide à la décision éthique. Est-ce que ma réponse vous est compréhensible? Qu'est-ce que vous en pensez personnellement? Que le débat au sujet de la souffrance psychique, les gens ne sont pas du tout d'accord. Et donc il y a eu un congrès récemment à Anvers pour les 15 ans de la loi d'euthanasie, il y avait toute une session qui était organisée là-dessus, et où la majorité des orateurs soutenaient, une partie des orateurs qui ont signé cette lettre ouverte, mais que la question n'est pas du tout tranchée à ce niveau-là, et donc pour le moment c'est le flou à ce niveau-là. Vous êtes vous-même psychiatre? En cours. La question n'est pas encore tranchée, il y a du flou, donc dans ce contexte de flou, je préfère faire une proposition prudente. Madame. Merci pour votre exposé. J'avais une question qui est peut-être un peu en dehors de ce que vous avez dit. Dans les pays où il y a la peine de mort, est-ce qu'il est possible de proposer aux prisonniers qui vont être exécutés de prélever
leurs organes ou pas. C'est peut-être un peu en dehors, vous n'êtes peut-être pas au courant de ces législations, mais je me dis, tiens, il y a peut-être quelque chose à creuser là aussi pour avoir des organes. Vous savez sans doute que c'est une pratique qui a été très répandue en Chine. DAFO, D-A-F-O-H. Allez voir sur Google, c'est une association qui lutte contre cette pratique. Ça a fait l'objet de très nombreuses critiques. Officiellement, ça ne se fait plus. Ce n'est pas exact, ça se fait encore dans des hôpitaux militaires. Savez-vous où dans le monde a eu lieu le premier prélèvement d'organes chez un patient condamné à mort et exécuté? Je vous donne en mille. C'est en France. C'est en France. 1953, avant l'abolition de la peine de mort, un patient condamné à mort et exécuté par guillotine a été exécuté, alors que par ailleurs, il y avait tout un fourgon médical qui avait été mobilisé pour faire le prélèvement sous pression. Ça a été fait en Égypte, ils ont arrêté, ça a été fait essentiellement en Chine. Mais c'est violemment critiqué, d'autant plus que les victimes sont non seulement des condamnés à mort, mais sont aussi des membres d'une secte qui fait l'objet d'une persécution par le régime. Voilà ce que j'en sais. Merci. Alors, peut-être si je peux abuser de votre gentillesse, dans le cas d'une euthanasie, la personne doit rester libre jusqu'au dernier moment pour renoncer à l'euthanasie. Alors, quand je vois des brochures de certaines associations qui font, disons, qui expliquent les directives anticipées, les possibilités, les choix en fin de vie, il y a l'euthanasie qui est expliquée, et direct après, il y a une page qui explique la possibilité du don d'organes. Est-ce que c'est pas quelque part un peu insidieux comme pression déjà pour dire, si vous pensez à l'euthanasie, vous pouvez aussi penser à un don d'organes. Bon, c'est peut-être justifié, puisque comme vous l'avez fait, on sent très bien qu'il y a une grande demande d'organes. D'ailleurs, c'est vrai que vous l'avez dit, on est parfois un peu mal à l'aise en voyant ces chiffres, en disant on a vraiment besoin d'organes. Il faudrait peut-être que le médecin puisse aussi proposer, lorsque l'euthanasie a été acceptée, qu'on puisse proposer le prélèvement d'organes. Est-ce qu'il n'y a pas une pression qui se fait de plus en plus dans ce domaine-là, qui atteindrait les personnes déjà fragilisées? Et puis je me dis, si la personne est d'accord de donner ses organes, jusqu'au dernier moment, enfin, la salle d'opération est préparée à gauche pour l'euthanasie, c'est pas chez elle, c'est en hôpital, c'est déjà aussi un peu plus difficile, et à côté, on prélève la salle pour la transplantation. Est-ce qu'elle sera tout à fait libre jusqu'à la fin pour dire non, j'arrête le processus? Deux éléments. Je n'imagine pas, en tout cas dans le contexte hospitalier que je connais, qu'on n'entende pas la personne qui, à la toute dernière minute, dit non, je ne veux pas donner mes organes, je ne conçois pas que ce ne soit pas respecté. Ça, pour moi, ce serait inimaginable. Je suis convaincu de ça. J'aurais peine à imaginer qu'on ne fasse pas la même chose dans d'autres hôpitaux. Maintenant, vous faites référence à la petite brochure bleue là, de la DMD. Il y en a plusieurs. J'aurais tendance à répondre oui, oui. Je pense que la simple diffusion de cette information peut contribuer à créer un sentiment de pression. Mais quand il s'est agi au départ, quand il s'agissait de mort cérébrale, il y a eu le même effort d'information. Il a fallu que l'opinion publique comprenne progressivement
Je vais vous raconter une anecdote. Il se trouve que j'étais en formation aux États-Unis en 65-66. En mars 66, la Fondation SIBA organisait à Londres un colloque sur la mort cérébrale, en invitant des éthiciens, des réanimateurs, des chirurgiens de transplantation. Et avait été invité Guy Alexandre, j'ai cité son nom, qui est le chirurgien qui, à Saint-Luc, a fait la première greffe de rein prélevée chez un donneur en mort cérébrale. Et celui qui a pris la responsabilité de faire le prélèvement, c'était le chef de service, qui était M. Morel, qui était en fin de carrière. Alexandre avait été invité et a présenté les premiers cas de prélèvement de rein chez des patients en mort cérébrale. Et mon patron américain y était à cette réunion. Et quand il est revenu, il nous a rejoints, je me souviens très bien, je n'ai jamais oublié, au milieu de l'après-midi, on faisait ce qu'on appelle la visite des patients autour de salle, et il est venu vers moi très agressif. Il dit, c'est scandaleux ce que vous faites à Louvain. C'est scandaleux. Il a utilisé une expression terrible, vous faites des prélèvements chez des cadavres vivants. Et le même jour, dans le même tour de salle, on allait voir des patients qui étaient des donneurs volontaires de reins, qui étaient des prisonniers. Et il y avait au sein de l'hôpital, l'Université du Colorado à l'époque, il y avait un consensus, on m'a toujours affirmé que ces prisonniers n'avaient rien en retour, ils n'avaient pas de remise de peine, par exemple. Enfin, pour illustrer le fait qu'il faut à un moment donné un déclic dans la tête des gens. Et donc, diffuser cette information sur cette réserve potentielle d'organes chez des patients décédés par euthanasie, moi, il me semble qu'actuellement, on a le devoir de le faire. On ne peut pas le taire. On ne peut pas le taire. Vous imaginez qu'on tienne cette information sur le boisseau, non? Secret d'État. Pourquoi? Mais oui, c'est vrai, mais c'est pour ça que je n'ai cessé de répéter, mais ça peut être difficile de mettre ça en pratique, de faire une séparation, mais vraiment totale, claire entre les deux procédures. Mais que le patient ait le droit j'ai dit un droit inaliénable, de refuser. Jusqu'à la dernière minute, il peut changer d'avis, bien entendu. Est-ce que ma réponse vous satisfait? Oui, merci. À ça, il faudra ajouter que la probabilité qu'il y ait dans la salle d'à côté un receveur potentiel compatible avec le malade qui demande l'euthanasie et qui s'est accepté et qui peut être un donneur, honnêtement, je ne vois pas la possibilité que le donneur et le receveur soient dans la même institution. Ce serait intéressant de voir parmi toutes les greffes combien viennent pour le receveur, combien viennent de l'institution, combien de donneurs. En pratique, les organes prélevés ne comprennent pas le cœur. Ces organes peuvent être préservés un certain nombre d'heures. Minimum 12 à 15 heures pour le rein, minimum 6 à 8 heures pour le cœur, pour le foie, etc. Et ces organes vont être alloués par Eurotransplant. Alors, à l'université d'Anvers, dans le premier cas, le comité d'éthique a dit « Soyons sages, soyons prudents, et que les organes privés ne soient pas greffés chez un patient dans notre hôpital. » Mais ça a changé au cours du temps, puisque les organes sont alloués par Eurotransplant, il y a un parfait contrôle en toute transparence, et ça nous est arrivé à Saint-Luc. Ça nous est arrivé à Saint-Luc. Je ne sais pas si c'est bien que j'ai pu connaître. De greffer sur des patients en liste d'attente à Saint-Luc un organe qui avait été privé chez un patient euthanasié à Saint-Luc, ou dans le réseau Saint-Luc, parce que cet organe avait été alloué par Eurotransplant. Ce n'est pas le choix de l'institution. Mais heureusement, on peut préserver les organes un certain nombre d'heures. Saint-Luc autorise l'euthanasie? Mais je pense vous avoir répondu clairement oui, contrairement à ce que est répandu dans
a répandu dans le public, certaines personnes s'en étonnent, mais absolument pas. Saint-Luc respecte la loi, et on s'est entouré de précautions, je vous l'ai bien dit, j'ai essayé de l'expliquer avec beaucoup de nuances. On demande à réfléchir en groupe. CAD, cellule d'aide à la décision éthique. Mais c'est le médecin qui entend la demande d'euthanasie qui prend la responsabilité, comme la loi l'exige. Oui, un vieil ami. Exprime le souhait d'être euthanasié en salle d'opération pour faciliter les prélèvements. Veux-tu répéter? Si le candidat à l'euthanasie exprime le désir que l'euthanasie se passe en salle d'opération. Ça rejoint. Oui, mais bon, s'il l'a exprimé. Dominique Van Dijk, c'est le coordinateur principal de transplantation à Saint-Luc. Qu'est-ce que tu répondrais, Dominique? J'essaye de prendre du temps de réflexion. Quelle pression sur mes épaules. Alors, comme ça a très bien été dit, il y a une discussion, il y a un cheminement qui se fait entre les différentes équipes. Et effectivement, s'il y a une discussion profonde avec le patient qui dit « endormez-moi et puis conduisez-moi vers le quartier opératoire », pourquoi pas? Ça permet de faire des adieux dans de bonnes conditions avec les proches. Ça fait vraiment partie d'une discussion qui se fait localement avec l'ensemble des équipes. Je pense que la porte doit rester ouverte, et c'est en tout cas comme ça que nous avons fonctionné, ouverte à toutes les possibilités et voir vers quoi nous allons. En pratique, pour faire référence à un cas qui n'est pas très ancien, la concertation a lieu avec le patient, avec la famille, que la séparation, ça c'est aussi quelque chose qui est discuté avec la famille, se ferait quand le patient quitterait sa chambre d'hospitalisation. Le patient avait eu un sédatif et la séparation s'est faite avec beaucoup de dignité, dans une atmosphère fort paisible. Mais aller jusqu'à, les idées évolueront peut-être, hein, mais aller jusqu'à confier en quelque part au chirurgien la mission de faire en sorte que son acte chirurgical soit, la façon dont l'euthanasie soit donnée. Moi personnellement, je ne serais pas encore prêt à franchir ce pas. Mais peut-être bien que les idées... Ce n'est pas nécessairement le chirurgien, mais c'est quand même un chirurgien qui fait le prélèvement. Hein. Oui, quand tu clampes la aorte et que tu... Le problème, c'est de raccourcir le temps entre l'arrêt cardiaque et le prélèvement. D'accord. Autrement, pour tuer. Raison pour laquelle on s'organise en pratique. Hein. L'euthanasie est donnée dans un local proche du quartier opératoire. Une salle d'opération est préparée, une équipe de prélèvement est prête. La mort est déclarée après un arrêt circulatoire de 3 à 5 minutes. Le patient est alors déclaré mort par 3 médecins, comme c'est la règle. Toutes les déclarations de décès dans ces circonstances. Et le patient est ensuite acheminé. Je ne pense pas que ça permettrait de gagner beaucoup de temps. Mais, oui. Je me permets juste de rebondir parce que je suis chirurgien et je pense qu'il y a provenant d'un prélèvement encore aujourd'hui. Il y a un aspect technique par rapport à l'adieu du patient quand on dit que finalement la mort c'est peut-être le dernier souffle. Il y a un problème respiratoire quand si la famille veut dire au revoir à la personne qui choisit de faire une euthanasie, cette personne, si elle est transférée sous anesthésie dans un quartier opératoire, si on veut maintenir la respiration, soit le patient doit rester intubé, soit c'est une anesthésie qui n'est pas assez profonde. Donc je pense que pour l'adieu du patient ou l'adieu de la famille, ce serait beaucoup plus compliqué. La seule raison pourquoi on ferait ça, pour avoir un patient qui arrive dans un quartier opératoire, ce serait pour prélever le cœur. Puisqu'on sait que pour tous les autres organes,
les 3 minutes, les 10-15 minutes qui sont le délai entre l'euthanasie et finalement le début du prélèvement, puisqu'il faut quand même intuber le patient, il faut le champer, il faut faire tous les préparatifs. Pour un rein, pour un poumon, pour un foie, c'est pas ça qui va être l'enjeu. Ce serait juste peut-être de pouvoir prélever le cœur pour que ce soit plus un cœur arrêté, mais un cœur battant. Mais je pense que ça pose un grand problème d'éthique pour vraiment l'adieu de la famille au patient, puisque ce serait plus la mort comme on la conçoit à l'heure actuelle. Merci. Ça fermerait en tout cas la porte à la possibilité que des proches assistent à l'euthanasie. Je l'ai bien dit, hein, que le patient lui-même va avec ses proches éventuellement désigner ceux qui accepteront d'être présents à l'euthanasie, bien entendu. Et ça, c'est un droit fondamental qu'il faut à tout prix respecter. Donc il y aurait effectivement plusieurs objections. Pas seulement celle que j'ai exprimée comme chirurgien, mais celle peut-être plus importante encore, liée au nécessaire respect de la volonté du patient et de sa famille. Merci. Merci beaucoup pour votre exposé. Pour rebondir là-dessus, je parlerai peut-être de mon expérience personnelle, d'un proche qui est décédé par euthanasie. Vraiment, ce dernier souffle, c'est vraiment quelque chose d'important. Et ça serait peut-être plutôt un problème pour la famille que finalement pour la personne. Évidemment, la personne peut se projeter comment va se passer sa mort, mais c'est vrai que ce dernier souffle, c'est quelque chose de vraiment magique. Et je pense que ce serait vraiment difficile pour la famille, en tout cas pour moi, de le concevoir. Ce serait difficile de juste mettre des oiseaux et envoyer, pas que la personne parte au quartier opératoire, ça ne serait pas pareil. Maintenant, c'est mon avis personnel. Mais ça rejoint d'ailleurs la préoccupation de certains de pouvoir entourer ce décès par euthanasie d'un certain rite. C'est une approche qui a été développée par Gabriel Ringuet. Il a d'ailleurs exprimé dans les murs de l'Académie en septembre dernier, quand il y a eu ce symposium sur la fin de vie. Je pense que toutes ces raisons mises ensemble font que il vaut mieux ne pas franchir ce pas. Enfin, merci de votre témoignage. Est-ce qu'il n'y a pas en plus un problème juridique à ce point? Ou bien, je crois que la loi belge dit, ou bien c'est post-mortem et alors la transplantation vient après la mort, constatée par 3 médecins. Hein? Ou bien c'est vivant, et alors je crois que la loi dit que, bon, c'est l'intention que le patient survécu. Hein, oui. Donc, je pense qu'il faudrait quand même changer ou adapter la loi belge sur ce point-là, si on veut procéder à sédation et arrêter la vie par la transplantation. Oui, c'est vrai, oui. Cette manière de procéder n'entrerait dans aucune des procédures actuellement accréditées. Ce n'est pas un don vivant. Ce n'est pas un prélèvement d'organes en mort cérébrale. Ce n'est pas un prélèvement à cœur arrêté, enfin la formule que tu évoques. Donc merci, parce qu'effectivement, on ne pourrait pas faire entrer cette pratique actuellement, enfin ça mériterait davantage de réflexion, dans une des catégories juridiquement acceptables. Pour autant, bien entendu, que famille et candidat soient d'accord avec le principe que l'adieu peut se faire à l'avance, c'est évident que c'est un préalable, mais je ne crois pas qu'il faille considérer le chirurgien qui, en pratiquant son prélèvement, tue le patient. Le chirurgien finit son prélèvement, refait son patient avec tout le respect qui lui est habituel, et l'anesthésiste, au lieu de le réveiller, approfondit l'anesthésie jusqu'à 1,5, c'est-à-dire un décès. Enfin, vous êtes anesthésiste, moi je suis chirurgien.
Oui, bien sûr. Non, je n'ai jamais, en dehors du donneur vivant, je n'ai jamais fait de prélèvement que sur les patients morts cérébrales. On peut s'abstraire totalement du contexte, évidemment, pour faire son job à ce moment-là. Mais il faut être quand même tout à fait à l'aise personnellement avec ce concept de mort cérébrale, par exemple, ce concept de prélèvement à cœur arrêté. Il faut être personnellement, en tout cas c'est comme ça que moi je réagis, il faut être personnellement bien à l'aise vis-à-vis de ces différents concepts que pour s'y engager. Et personnellement, en ce sens, en tout cas, je ne serais pas du tout à l'aise d'aller dans ce sens-là. Mais bon, je la porte très sujette à la réflexion. D'autres questions? Bon, merci en tout cas pour votre attention.